Bien, bonjour à toutes et à tous, ceux qui sont en ligne, ceux qui sont présents. Donc moi, je vais vous présenter quelques cas dans les Alpes de catastrophes naturelles, soit qui sont survenues, soit qui ont pu être évitées, et donc qui impliquent des questions d'expertise pour la décision. Donc juste quelques rappels sur le contexte alpin. Bien évidemment, les risques en montagne se caractérisent par des territoires de montagne dans laquelle on a une forte présence de la roche, dont la nature joue un grand rôle, qui est très soumise aux fluctuations climatiques et météorologiques à travers les composantes eau, neige et glace, tout ce qui est cryosphère, et permafrost, bien sûr, à l'intérieur des parois et des formations superficielles. La présence d'une forêt qui joue plusieurs rôles, qui a plusieurs usages. Bien sûr, l'urbanisation qui a pas mal changé la physionomie des vallées alpines et des massifs au cours du temps, et en particulier depuis l'explosion du tourisme avec les années 60, 70 et l'explosion du tourisme de neige. Et puis, bien évidemment, compte tenu des impacts du changement climatique et puis, bien sûr, des évolutions sociales et territoriales, on a de fortes incertitudes sur l'évolution des différentes composantes des risques, que ce soit les facteurs qui concernent les aléas, les vulnérabilités et donc les futures catastrophes potentielles. Donc, le pôle alpin des risques naturels, le PARN, c'est une association d'interface sciences-société dans le domaine de la prévention des risques naturels en montagne. C'est une association d'études et de recherche pour la prévention des risques. Créée en 1988, dans le cadre de l'opération Isère, département pilote, à l'époque impulsée par notamment Aaron Tazieff. En même temps, a été créé l'Institut des risques majeurs, l'IRMA, qui s'occupe plutôt de la partie risques majeurs, formation, notamment des élus, préparation à la gestion de crise et sensibilisation du grand public. Le PARN, nous, on fait plutôt de la coordination de la recherche. On a donc 9 organismes membres, que vous voyez ici. Alors, on a des universités, des établissements nationaux de recherche, et puis des associations pour le développement des recherches sur les glissements de terrain, ADRGT, ou encore sur la neige et les avalanches. On est également pourvu d'un conseil scientifique et technique, qui, comme le conseil scientifique de la FPCN, et fait l'objet de saisines et peut rendre des avis à la demande de différents partenaires. Ça rassemble une capacité d'expertise pluridisciplinaire, puisqu'on couvre un peu tous les domaines des sciences de l'univers, de l'ingénieur, et bien des mathématiques, enfin toute la typologie de l'université, et bien évidemment les sciences humaines et sociales, dont on reconnaît bien sûr la nécessité absolue lorsqu'on analyse des risques dans un territoire. Un réseau alpin étendu, au-delà des membres du PARN, puisqu'on travaille à l'échelle interrégionale du massif des Alpes, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Une équipe salariée restreinte, 4 TP, 6 salariés, puisque nous, en fait, on ne se substitue pas à nos membres, l'association. Les compétences sont dans les labos, et nous, on les assemble et on va piocher selon les besoins. Donc, j'ai dit, on agit au niveau du massif alpin français. Au niveau local, on accompagne des territoires, en particulier la métropole de Grenoble-Alpes, qui a toute une stratégie de résilience territoriale depuis quelques années. Et puis, on est aussi impliqué depuis le début des années 90 dans la coopération transfrontalière et transnationale à l'échelle de la région alpine européenne. Je suis membre d'un groupe de travail de la stratégie de l'Union européenne pour la région alpine, la SUERA, USALP en anglais, sur la gouvernance des risques et de l'adaptation au changement climatique. Et donc, voilà, on agit à différentes échelles en essayant de favoriser le transfert des connaissances
à la fois, enfin dans les deux sens, quoi, bottom-up et top-down, classiquement. Voilà. Donc, on est vraiment à l'interface entre les scientifiques et les opérationnels, avec une jonction entre les producteurs de connaissances, de données. Hein, on a des services d'observation nationaux. On essaye aussi de promouvoir l'observation locale, l'observation participative. Donc pour ça, on s'appuie sur tout ce réseau d'opérateurs. Du côté de la gestion, on a bien sûr les acteurs de la prévention et les acteurs de la gestion de crise, comme on l'a dit, qui sont un cloisonnement entre l'intérieur et l'environnement, traditionnel en Europe et peut-être plus particulièrement en France. C'est des choses que l'IRMA avait fait un colloque là-dessus il y a peut-être 15 ans. Voilà. Et puis, différents dispositifs auprès des acteurs de terrain, les collectivités en particulier, qui permettent de partager en particulier des retours d'expérience. C'est un peu de ça dont on va parler. Le paysage de la gestion des risques, un petit peu comme au niveau national, on a eu une évolution, des changements de paradigme, on va dire, au cours du temps, où on est passé d'une vision un petit peu techniciste, de volonté de maîtrise des aléas, mais de maîtrise technique, hein, à l'aide d'ouvrages de protection. Généralement, c'est ce que demandent les élus locaux pour construire des ouvrages, à une vision beaucoup plus large, incluant bien sûr la réduction des vulnérabilités, et puis plus globalement la question de la gouvernance du risque, puisqu'il s'agit de faire travailler ensemble les différents acteurs, parties prenantes de la gestion des risques dans un territoire, donc à la fois les acteurs du territoire et les acteurs externes, mais qui vont venir en intervention, en appui, en accompagnement ou en prescription, et puis de travailler à toutes les phases de ce qu'on appelle le cycle de la gestion des risques naturels, qui correspond grosso modo aux 7 piliers de la prévention de la DGPR. On a aujourd'hui des dispositifs spécifiques pour organiser la gestion intégrée dans les territoires. Le premier, ce sont les territoires alpins de gestion intégrée des risques naturels, les TAGIRN, qui sont un dispositif financé par l'Union européenne, l'État et les 2 régions sur le massif alpin, pour que les collectivités, généralement intercommunales, se dotent de compétences, en général un chargé de mission, qui va faire de la coordination dans le territoire entre les différents acteurs. On a également un dispositif financé par l'État, les stratégies territoriales pour la prévention des risques en montagne, les STEPRIM, qui correspondent un petit peu à l'esprit des PAPI, le plan d'action pour la prévention des inondations, de manière à travailler de manière globale et holistique, mais dans un contexte multirisque montagne qui nécessitait une adaptation. Donc on avait un projet de plan d'action pour la prévention des aléas montagne, PAPAM. Il y a eu des expérimentations qui ont fini par déboucher sur un cahier des charges STEPRIM, avec de la même façon pour les PAPI, un STEPRIM d'intention qui finalement correspond à un diagnostic, et puis ensuite rentrer dans le dur avec des financements, y compris pour des investissements et des travaux. Donc si je vous dis tout ça, c'est parce que c'est un peu le paysage dans lequel on va identifier des cas d'études de liens entre science, expertise et décision. Donc, depuis 2009, on a travaillé avec une quinzaine de territoires alpins qui se sont engagés dans des démarches de gestion intégrée. Sur le site internet du Parn, vous avez toute la documentation, la description des actions mises en œuvre, des documents de capitalisation. Voilà, les principaux types d'actions mises en œuvre, c'est le développement de la connaissance, l'organisation de la gestion intégrée, donc des acteurs locaux, la mise en place de systèmes de suivi et de surveillance qui généralement nécessitent une adaptation aux spécificités à la fois de la montagne et du territoire, hein, parce qu'on a quand même des choses très variables dans l'espace. La gestion des dispositifs de protection, et puis également tout ce qui est alerte précoce vis-à-vis de phénomènes acinétiques rapides, pour lesquels on a besoin de compétences très particulières. Et puis, bien évidemment, l'information, la communication et la formation, sensibilisation et préparation à la gestion de crise.
aujourd'hui de plus en plus à l'échelle intercommunale, ce qui a beaucoup de sens en montagne, hein, puisqu'on est dans les systèmes de vallées avec de fortes interdépendances amont-aval, et des questions de solidarité territoriale qui se posent très fortement. Et puis finalement, la diffusion et le partage des bonnes pratiques, hein, à travers l'animation de ce réseau. On anime également un réseau qui s'appelle Science, Décision, Action pour la prévention des risques naturels dans les Alpes. Ça consiste avec les mêmes sources de financement que les territoires alpins de gestion intégrée d'Agirn à soutenir des projets scientifiques de recherche-action qui sont construits par des scientifiques, mais co-construits avec les territoires pour répondre à des questions très opérationnelles, hein, de la recherche vraiment appliquée. Donc, on a eu des exemples, hein, sur différents types d'aléas qui sont indiqués à l'écran, différents types de thématiques. Et donc, à travers cette coordination de projets de recherche et l'animation de tout un réseau de scientifiques porteurs de projets en appui aux collectivités, on fait ce lien finalement entre les élus qui expriment leurs besoins, les élus et les chargés de mission territoriaux, les acteurs scientifiques et techniques qui prennent en compte ces besoins et peuvent réfléchir aux pistes de réponse existantes ou à développer, puisqu'on a beaucoup de choses un peu émergentes qui nécessitent de l'innovation. On a bien sûr la question du changement climatique sur laquelle le PARN travaille depuis 2005-2006. C'était une orientation du conseil scientifique et technique à l'époque. L'idée, c'était premièrement d'avoir un état des lieux, un état de la connaissance sur les impacts du changement climatique, sur les aléas et les risques en montagne, voilà, qui sont, comme vous le savez, très très sensibles comme environnement à travers les glaciers, le permafrost, le rôle de la végétation. Donc on a clairement des risques émergents, hein, sur le massif alpin. Et donc la capacité de rassembler des experts alpins, experts du climat et des risques, pour répondre à la demande sociale croissante sur cette thématique. On a aujourd'hui la constitution d'un réseau national de groupes régionaux d'experts sur le climat, les GREC, sur le modèle du GIEC, en mesure de produire de l'expertise territorialisée sur les impacts du changement climatique dans les différents types de territoires. On est bien sûr face à des systèmes de rétroaction, de complexité assez, voilà, qui nécessitent vraiment des approches systémiques et globales, puisqu'on a énormément d'interactions entre les différents phénomènes. Voilà, on peut avoir des risques composés, en cascade, qui vont parfois surprendre par rapport à ce qu'on connaissait déjà. Donc, il y a toute une littérature qui se développe sur le sujet. Et à travers toute cette connaissance, on est en mesure d'aller chercher des experts pour répondre à des questions qui se posent pour les gestionnaires. Donc, je vais vous donner quelques exemples, tout bêtement, à travers différents exemples d'aléas, hein. Mais bien sûr, la question ne se limite pas à ça. Donc, en matière d'avalanche, il y a les enjeux principaux à protéger, outre les individus qui randonnent librement sur des espaces sécurisés ou non, mais à leur risque et péril, les stations et autres, et hors piste. On a les enjeux bâtis et bien sûr les enjeux de transport, d'infrastructures de transport. Dans les Alpes, c'est essentiellement les services routiers des départements qui sont outillés à la fois en compétences humaines, techniques, mais aussi en système d'instrumentation, pour anticiper les avalanches afin de fermer la route au bon moment. Donc, ils disposent de systèmes de mesure, hein. Ils ont souvent des parcs de stations en altitude qui mesurent le vent, chute de neige, et ils font également appel à des experts privés, des experts conseils. On en a en France, on en a en Suisse, on en a qui sont transfrontaliers, pour prendre la décision au bon moment, hein, puisque
à la fois pour fermer la route, mais pour la rouvrir, ce qui est souvent encore plus compliqué. Au niveau des départements, c'est assez bien organisé. En particulier, là, je donne l'exemple de la Savoie, qui, suite à la mise en place d'un plan qualité route, a tout un système de priorisation et de justification de ces interventions, l'objet de délibérations politiques, pour des questions de responsabilité. Au niveau local, on a généralement une organisation en commission locale de sécurité. Je donne l'exemple de la vallée de Chamonix, qui dispose d'un réseau d'observateurs à la fois pour prévenir les avalanches et les risques d'inondation. On appelle ça un comité consultatif sécurité, avalanche et risques naturels. C'est quelque chose qui est destiné à évaluer la situation et prendre des décisions avant d'activer le PCS. Sachant qu'on a toujours la problématique des fausses alertes et de bien doser la réponse de l'environnement. Donc là, je vous ai mis la composition de cette commission. Donc vous voyez que c'est un panel assez varié d'acteurs. Et on a besoin finalement de tous ces gens pour asseoir la décision, fiabiliser l'expertise. Et puis, il y a aussi la question d'un réseau d'observateurs extérieurs qu'il faut former et entretenir pour avoir une remontée d'infos terrain très importante au niveau local, parce qu'il ne suffit pas de connaître les prévisions de Météo France, il faut aussi connaître les versants, l'état de la végétation, l'état antécédent, etc. Donc voilà un exemple où il y a aussi des experts privés, bien sûr, hein, qui conseillent les collectivités. Au niveau des glissements de terrain, on a un cas emblématique qui est celui du risque dit des ruines de Séchilienne, puisqu'à la fin des années 1900, au début des années 80, 82, 83 et surtout 85, on a eu la réactivation de chutes de blocs au front d'une grande instabilité rocheuse dans la vallée de la Romanche entre le col du Lautaret et Grenoble. Les parents inquiets des blocs qui tombaient sur... C'est pas moi qui contrôle, c'est là. Inquiet donc, oui, le car scolaire passant sur la route en dessous. Voilà, on saisit les autorités. Et puis assez vite, on a eu la DDE et puis Haroun Tazieff, justement, venant sur le terrain, ont mis en évidence la présence d'une instabilité monstrueuse. C'est-à-dire qu'on a là une zone active de 3 millions de mètres cubes, mais derrière laquelle il y a jusqu'à 100 millions de mètres cubes en mouvement. Donc, on a tout de suite identifié un risque majeur de risque d'éboulement, susceptible de causer un barrage, susceptible lui-même de rompre et de se déverser dans la vallée jusqu'aux installations classées Céveso en aval à proximité de Grenoble. Sachant qu'on avait déjà dans l'histoire des précédents, puisqu'au Moyen-Âge, il y avait 2 torrents qui avaient fait à peu près ce barrage, qui avait fini par céder, je crois, après de nombreuses années d'ailleurs. Et donc, ça crédibilisait aussi ce scénario, puisqu'il y avait un précédent historique. Avec 2 scénarios, dont les conséquences varient fortement, en fonction, bien sûr, de l'ampleur du phénomène. Donc, la difficulté de caractériser à la fois un aléa géologique, l'aléa hydraulique qui pourrait en résulter, et puis ensuite d'éventuels NATEC en aval. Vraiment un problème pour lequel on avait peu d'expérience. Voilà ce que ça pouvait donner en 2004 au niveau de la scénarisation. On voyait que Grenoble pouvait être largement concerné. Donc, il y a eu beaucoup d'études qui ont été lancées à partir des années 2000. Il y a eu une inflation de la bibliographie sur ce phénomène et les risques associés. Et puis, ont été mises à l'étude différentes solutions de parade techniques, en particulier hydrauliques et routières, pour réduire le risque, mais également la question de l'exposition du bâti, en l'occurrence d'un lotissement qui était en construction. Et c'est ce qui, en 1995, avait donné lieu à la procédure d'expropriation, en place de la procédure d'expropriation, et puis aussi le fonds Barnier. Voilà, c'est toute cette époque.
En 97, il y avait eu une première étude dite de vulnérabilité, qui était quelque chose d'assez nouveau à l'époque, puisque ça associait à la fois toute l'étude des aléas, mais toutes les conséquences socio-économiques, avec des études de sociologie, d'histoire, d'économie, qui ensuite ont été reprises, hein, dans les différentes phases de l'expertise, euh, pour laquelle on avait fait une synthèse sur la période 2000-2012 dans le cadre d'un projet ANR qui s'appelait SLAMS, puisque en 1999 se constitue, à la demande du ministère à l'époque de l'Environnement, hein, qui a changé de nom, hein, tout au long de l'histoire, hein, ça continue, constitue un collège d'experts internationaux mandaté par l'ancêtre de la DGPR, qui a donné lieu à différents rapports, hein, le rapport Panet en 2000, Panet 2 en 2003, et puis un peu plus tard, en 2005, on a des études assez larges. Le rapport Huette est quelque chose de scénarise plusieurs magnitudes finalement de phénomènes et des conséquences associées, avec toute une scénarisation des conséquences directes et indirectes en termes d'itinéraire, de coupure de route et d'impact socio-économique. Donc ça, c'était quelque chose d'assez nouveau. Donc avait été fait appel à toute une série d'études commanditées auprès de bureaux d'études, dans le champ scientifique, etc. Au final, dans toute cette histoire, on a aussi l'arrivée d'un acteur qui est le syndicat mixte du bassin hydraulique de l'Isère. Et donc, petit à petit, finalement, la gestion qui était assurée complètement par l'État a été un petit peu transférée. Enfin, voilà, on peut observer différentes choses en termes d'acteurs, parties prenantes. Donc, je ne rentre pas dans le détail parce que ça pourrait faire l'objet d'un exposé entier, mais ce qu'on peut retenir, c'est que l'aléa géologique qui conditionne toute la suite, les scénarios d'aléas retenus, en fait, ont pas mal évolué durant cette période, puisqu'on est passé d'un scénario, on envisageait la possibilité d'un éboulement de 3 millions de mètres cubes d'un coup, qui causait justement les phénomènes vraiment redoutés, et à terme, la possibilité que l'ensemble de la zone en mouvement en rajoute, quoi. Et en fait, au fur et à mesure du temps, on a eu une révision de l'aléa à la baisse, ce qui a permis de complètement changer la décision. Bon, à partir du moment où on a dit que cette hypothèse était écartée d'une extension du mouvement, que la probabilité d'un éboulement monophasé était très faible, et que le scénario le plus probable était un effritement progressif du versant, sachant qu'on avait exproprié le lotissement et qu'on avait dédié la route sur le versant opposé à partir de... alors ça a été ensuite, ça, par contre. Mais en fait, on considérait que le risque commençait à être sous contrôle. Bon, alors, encore, bien des études ont été nécessaires pour en avoir la quasi-certitude. Donc voilà, on avait fait un petit essai de synthèse, en fait, où on voit vraiment que les rapports d'expertise ont permis aux décideurs d'assumer leurs décisions. On n'aurait sans doute pas fait, enfin, ça aurait été différent si l'expertise avait été moins favorable. Donc voilà une petite figure de synthèse entre la mise à l'agenda en 85 et la résolution du problème. Ça a pris quand même près de 20 ans, quoi. Donc, un cas vraiment, un cas d'école, hein, sur lequel on peut reprendre à loisir. Dans le cadre de l'ANR SLAMS, on avait réfléchi à un guide de bonne pratique de l'expertise publique en matière de mouvement de terrain, en s'inspirant de différentes chartes existantes dans les labos, en particulier au CEMAGREF, qui reprenait d'un ouvrage de Philippe Roqueplot cette définition de l'expertise qui serait l'expression d'une connaissance formulée en réponse à une demande de ceux qui ont une décision à prendre, en sachant que cette réponse est destinée à être intégrée dans un processus de décision. C'est basique, mais voilà, ça pose les bases. Dans le cas des mouvements de terrain, les exemples qu'on a montrent voilà, qu'on a affaire à une situation d'incertitude sur différents aspects de l'aléa qui peut susciter la controverse.
s'installe dans le temps, comme on l'a vu, avec des coûts très élevés, puisque donc on ne prend pas les décisions à la légère. À un moment, ils envisageaient une déviation à la fois hydraulique et routière, mais le coût était prohibitif. Sinon, ça aurait résolu le problème. Et puis des dommages potentiels élevés, enfin du risque majeur, hein, typiquement, excédant les moyens de prévention de la collectivité. S'inspirant de Roqueplot, donc on a repris dans les propositions 3 principes. Le principe de compétence. Comment s'assure-t-on, sur une question donnée, que les experts sont compétents, qu'ils sont mobilisés? Comment vérifie-t-on leurs compétences? Est-ce qu'on fait juste de la bibliographie? Est-ce qu'on a un réseau? Est-ce qu'on fait uniquement sur la confiance? Comment on formalise ça? Le principe de transparence. Comment est-ce qu'on s'assure que toute cette information, que tout ça est transmis à toutes les personnes et à tous les organismes susceptibles de concourir à la qualité de cette expertise. Puis bien sûr, le principe du contradictoire. Comment s'assurer que le processus et son résultat sont soumis à la critique et à la remise en cause, conformément aux règles de la construction des connaissances scientifiques. Les plus centraux. Puisqu'en plus, la connaissance, elle évolue, puisque même les phénomènes, ils évoluent. Donc, forcément, il faut se mettre à jour en permanence, on voit avec le changement climatique. Et donc, au final, ces principes, ils doivent s'appliquer à chaque étape du merci, du processus, c'est-à-dire la saisine, la constitution de l'expertise et le déroulement de l'expertise, jusqu'à la remise des conclusions. Bien sûr, on a remarqué qu'il fallait être proportionné à l'ampleur du problème, varié d'un cas à l'autre. Juste avant de passer au cas suivant, ce qu'on a retenu pour la saisine, c'est ça peut être fait par une institution, une autorité publique, un scientifique ou un groupe d'experts, hein, qui peut être lanceur d'alerte aussi. Si c'est un risque émergent, le premier diagnostic est capital parce qu'il va donner son orientation à tout le processus ultérieur. Et donc, c'est important de s'assurer de la fiabilité du processus. C'est pour ça qu'il est très important de désigner un maître d'œuvre qui va initier la procédure en recherchant les personnes compétentes. Ça va se couvrir dès le départ. Va introduire des biais en amont. Ensuite, au niveau de la constitution du comité, comme ça a été dit, il faut veiller à une diversité des disciplines, des compétences, des âges, des appartenances institutionnelles, organisationnelles, et puis bien sûr des genres, des origines, tout ce qu'on veut. Un équilibre entre des experts locaux et des experts qui sont étrangers au territoire. Bien sûr, il y aura aussi des conflits d'intérêts. Voilà. Une convention pourra préciser, sur l'objet de la mission, le statut des experts et les conditions d'exercice de leur mission, notamment la durée, la présence aux réunions, les moyens mis à disposition, etc. Vraiment quelque chose de bien cadré. Et puis, la traçabilité de chaque acte et décision. Voilà, c'est quelque chose auquel il faut veiller. Et au niveau du fonctionnement de ce comité, le comité fixe ses objectifs, annonce sa méthodologie et son calendrier de travail. Ces éléments doivent être rendus publics. Souvent des expertises qui se font de manière complètement opaque. Puis avec un coup, on découvre les choses. Et donc, il doit plus spécialement veiller à la mise à disposition des données, leur traduction en des termes de qualité et d'incertitude, et l'écoute et la publication des avis divergents, internes et externes au comité. Donc pour ceci, il doit effectuer une veille scientifique, hein, pour rester à la page, et puis afficher les avis minoritaires et les divergences d'interprétation. Le processus doit pouvoir être soumis à une critique scientifique et technique justifiée et argumentée. Voilà, c'est un petit peu long, mais c'est des choses qui me semblaient importantes à redire, puisque ça me paraît transposable même au-delà du domaine des risques naturels et le risque sanitaire. Le cas du tunnel du Chambon, c'est un peu le petit frère, c'est dans la même vallée, hein, la Romanche, au-dessus d'un lac de barrage, du Chambon, un tunnel qui est complètement coupé par un glissement de terrain dont on se rend compte qu'il est très profond. Alors, bon, crise, hein, tout l'amont est isolé, hein, les gens ne peuvent plus descendre, travailler, se soigner, etc. Et puis ça s'installe dans le temps, parce qu'on ne peut pas réparer ça. Et puis il n'y a pas de solution rapide là, pour exploiter cette piste forestière, bien que c'est été identifié comme une piste possible, ça
eu beaucoup de temps avant que les décisions soient prises. Donc bon, les gens se sont organisés, ça circulait en bateau, etc. La crise est montée jusqu'au gouvernement, le Premier ministre est venu sur le terrain, il y avait des manifestations. Et puis en plein été, à un moment, il y a eu aussi un appel à des experts scientifiques en essayant de prévoir l'évolution du versant, et en particulier l'éboulement de la masse en mouvement qui permettrait de purger ce qui reste et de réparer. Et donc, il y a même eu une forme de fausse alerte, puisque tous les journalistes sont venus, et en fait, c'est pas tombé à ce moment-là. Bon, il y a eu des tas d'idées saugrenues, encore une fois, d'envoyer un missile dans le versant. Enfin, parce que sur ces chiliennes, le BRGM aussi avait proposé à l'époque l'abattage contrôlé du versant. Et c'est bon, on ne savait pas faire, on ne savait pas où on mettait les pieds. Au final, les pouvoirs publics, en particulier le service des routes du département, a mis les bouchées doubles pour aménager cette piste-là en route, ce qui a permis de désenclaver un peu la vallée, mais seulement pour les résidents, mais pour tout le flux des touristes, des caravanes, des camping-cars, non. Ce qui fait que pendant des mois, en fait, c'est tout le tour du massif des Écrins, finalement. Même au-delà du Lautaret, il y avait des impacts socio-économiques extrêmement forts, en fait, des pertes d'exploitation, de fréquentation absolument énormes. Et au final, voilà, au bout de quelques mois, donc ils ont réussi à mettre en œuvre ça, et quelques années, à rouvrir un tunnel tout neuf, creusé plus loin. Mais ça a nécessité de faire appel à tous ces spécialistes des mouvements de terrain qu'on a à Grenoble, que ce soit des bureaux d'études privés, les organismes scientifiques, et de prendre des décisions dans l'urgence et avec beaucoup d'incertitudes. Voilà, c'est aussi un cas très intéressant en la matière. Voilà, je ne m'entends pas là-dessus. Là, je donne un petit exemple de l'expertise d'un bureau d'études privé qui travaille pour le département de la Savoie, gérant une route qui est dans le Val d'Arly, en amont d'Albertville. Une des routes qu'on qualifie la plus chère de France parce qu'il y a des glissements de terrain, des coulées torrentielles, et il faut tout le temps réparer. Là, on a voilà, un contexte de forte falaise, un mouvement rocheux vraiment très important. Un éboulement remarquable en 2014, et puis fin 2018, on a une accélération des mouvements mesurée par notamment un théodolite et très corrélée à la pluviométrie. En général, pour ces situations, on définit des seuils critiques, une expertise. Et bien là, ça a super bien marché, puisqu'ils ont dit ah, on ferme 24 heures, moins de 24 heures, un vendredi après-midi, et le samedi après-midi à 14h30 tombait une énorme masse. Qui a réussi, heureusement, hein, parce que s'ils n'avaient pas fermé, ça aurait peut-être eu des morts. On passe au torrentiel, mais en continuité avec les glissements de terrain. On avait à Valloire un glissement de terrain, enfin on a toujours, affluent, le Rieux-Benoît, affluent du principal cours d'eau. Un glissement de terrain menaçant d'emmener un gros paquet de sédiments dans un torrent qui menace ensuite des enjeux en aval des zones habitées. On ne savait pas trop quel volume était en jeu, qu'est-ce que c'était susceptible de produire. Un projet de recherche-action du réseau Sciences Décision Action précédemment mentionné a été monté avec INRAE et l'Institut des sciences de la Terre de l'Université Grenoble-Alpes afin de déployer sur ce versant un réseau de capteurs qui ne coûte pas très cher pour mesurer les vitesses et finalement évaluer, il y a eu de la géophysique, etc., pour évaluer la masse en mouvement et ensuite déboucher sur des scénarios de propagation torrentielle et d'étalement sur le cône de déjection, hein, où vous voyez très clairement les enjeux exposés. Alors, en fonction de le bouton, ça va changer le scénario, bien évidemment. Et donc, cette instrumentation multiparamètres permet d'alimenter un portail de surveillance dont les données sont utiles à la fois à la mairie de Valloire et au RTM qui va gérer peut-être la construction d'une plage de dépôt dont le dimensionnement reposera sur les produits de cette expertise scientifique. Voilà pour le projet cimetière. Au niveau des risques d'origine glaciaire, ça a été évoqué par Didier ce matin. Depuis plusieurs années,
on a une multiplication de thèmes de risques que les pouvoirs publics sont bien en mal de gérer facilement parce qu'on a énormément d'incertitudes. Typiquement, un phénomène émergent lié au changement climatique, enfin, au réchauffement, à l'évolution très rapide en altitude. Donc, on a à la fois des chutes de sérac, voire des ruptures de bouts de glaciers comme à Takoya, hein, qui peuvent alimenter de très grosses avalanches, voire voilà, il y a eu des catastrophes historiques qui ont causé de nombreux morts dans des vallées alpines. On a aussi des risques de vidange de masse d'eau, que ce soit des lacs à l'avant des glaciers ou sur le côté, comme à Rochemelon par exemple, ou des vidanges de poches à l'intérieur de la glace, comme à Tête-Rousse, ça a été évoqué ce matin. Donc j'avais prévu justement de vous illustrer le cas de Rochemelon. Vers 2004, voilà, enfin, on identifie un risque de surverse très clair, hein, parce qu'il restait presque très blanche, compte tenu de la topographie, avec un risque à la fois côté français et à la fois côté italien. Finalement, on surveille, la décision est prise au final d'entailler hein, dans la glace, ce qui a permis d'éviter cette surverse. Et bien sûr, ces opérations ont été basées sur une expertise technico-scientifique de pointe de la communauté glacio-hydrologique grenobloise. Et puis, j'avais aussi choisi l'exemple de Tête-Rousse. Comme c'est chilène, un précédent historique avec 180 morts à Saint-Gervais en 1892, suite à la rupture de la poche d'eau. Donc encore des personnes, enfin des enjeux touristiques, hein, comme souvent, malheureusement en montagne. Et puis en 2010, comme ça a été dit, la détection d'une poche d'eau par des méthodes géophysiques, RMP et compagnie, confirmée par des forages avec de l'eau sous pression, où vraiment on pensait que le risque était imminent de voir ce type de catastrophe. Et si on reproduisait sur la carte l'emprise de la catastrophe, au lieu de 7 maisons, on avait, je ne sais plus combien, 2000 habitants, quelque chose comme ça. Qui imposait d'avoir tout un plan, une organisation, à la fois pour détecter au plus tôt l'aléa avec un système de détection de masse la torrentielle, et puis un système, enfin, toute une organisation de l'alerte avec des points de rassemblement, et donc un travail entre le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Intérieur, enfin leur service déconcentré, avec bien sûr l'appui des scientifiques, hein, avec énormément d'incertitudes. Et au final, également, tout un chantier très exceptionnel, à, je crois, 3700 mètres ou quelque chose comme ça, avec la difficulté de trouver des entreprises capables de répondre à la demande pour monter dans des couloirs d'avalanche avec des pelles araignées pour ensuite aller pomper. Voilà, c'était vraiment une organisation et ça a été bien géré et ça a permis d'éviter très vraisemblablement une nouvelle catastrophe. Le problème, c'est que cette poche, elle se remplit tous les ans. Il a fallu la vidanger plusieurs fois et que ça continue. Et puis qu'on a de nouveaux cas qui apparaissent. Euh, Au final, euh, il y a eu, on a fait référence à un séminaire, c'était le 19 octobre 2021. Donc, ce groupe de travail qui travaille à l'élaboration d'un plan pour la prévention des risques d'origine glaciaire, qui regroupe la DGPR, Météo France, INRAE et le RTM, avec l'appui du PARM depuis 2012. Voilà, les conclusions principales, c'est que ces risques émergents pour lesquels on a quand même peu de références historiques, donc la connaissance est quand même mal établie, qui constituent des risques majeurs, hein, faible fréquence, très forte intensité, impact possible, des phénomènes en cascade, difficiles à prévenir à court terme parce que ce n'est pas forcément lié à la météo, une très grande complexité, à la fois dans l'observation, la mesure, la modélisation, qui sont très difficiles, d'évolution rapide, hein, qui nécessite de suivre ces changements, des fonctionnements inattendus aussi. Là, on a eu un cas de lac dans les Bossons où voilà, on ne connaît pas, c'est un peu nouveau. Donc, ça nécessite des compétences, des savoir-faire et une réactivité des équipes, à la fois scientifiques et opérationnelles, qui demande une organisation en amont, finalement, de la capacité de répondre à un besoin, une demande très rapide. Donc, au niveau scientifique, ça demande de formaliser des axes de recherche opérationnels, d'organiser des visites de bassins de risque les plus sensibles, donc ça c'est le RTM plutôt, des études de cas pluridisciplinaires mêlant recherche et opérationnel. On est vraiment dans ces notions d'interface
et l'animation d'une communauté sur cette thématique, voilà, pour aussi assurer le développement et le partage des connaissances. Et donc, le ministère veut vraiment travailler avec cette approche pluridisciplinaire, de prioriser l'acquisition de connaissances en ciblant les territoires dans une démarche opérationnelle et de poursuivre la réflexion sur cette prévention avec tout ce réseau scientifique, donc aussi le financer, hein, tout simplement, avoir des lignes de financement pour ça. Ensuite, je vais pour finir, parce que je ne sais pas si je dans les temps, on a la question des séismes dans les Alpes. Alors bon, on est une zone de sismicité dite modérée, mais on a quand même parmi les zones où l'aléa est le plus fort en métropole. Alors c'est sûr, c'est pas l'Italie, mais on a quand même historiquement des séismes qui causent un certain endommagement, on va dire. Et on a un phénomène particulier qui est les essaims de séisme. C'est-à-dire que périodiquement, dans certains secteurs, alors là, on a eu le cas dans la vallée de Chamonix, en Basse-Maurienne vers la Chapelle et dans la vallée de L'Ubaye, on a une multiplication des événements sismiques de magnitude modérée, 3, 4, enfin 2, 3. Et puis quand ça commence à être 3, 4, là, la population le ressent, que les maisons se fissurent. Les autorités sont bien en peine d'élaborer des consignes à la population. Est-ce que vous pouvez retourner dans vos maisons? Quel sera le big one, s'il y en a un? Parce que c'est des milliers de séismes. Il y a certains endroits, c'est tous les 5 ans. Voilà, ça dure 5 ans, puis ça se calme. Enfin, ça peut être lié d'ailleurs à des activités humaines, hein, dans notre barrage, des choses comme ça. Et donc, on avait besoin d'une expertise scientifique là-dessus, à la fois au niveau des collectivités, hein, donc, lors de réunions publiques en mairie, le coordinateur du projet venait expliquer ce qui se passait à la population, et puis avec la préfecture et toutes les autorités de services de l'État, élaborer les consignes à la population. Et donc voilà, ce projet, il a permis à la fois d'améliorer la connaissance, l'observation de ces phénomènes, et surtout de diffuser toute cette connaissance avec une partie d'aide à la décision. Donc c'est les exemples que j'ai choisis, voilà, qui me paraissaient intéressants. Ce qui est clair, c'est qu'en montagne, sur ce lien entre science, expertise et décision, voilà, je l'ai déjà dit, hein, mais c'est un peu pour conclure, avec ces contraintes liées à la topographie, au climat, au contexte multirisque, la limitation des ressources, hein, les petites collectivités rurales n'ont certainement pas les moyens techniques, les ressources humaines, matérielles pour se mettre en ordre de bataille comme le feraient des communautés d'agglomération de métropole face à ce genre d'évolution. C'est difficile de transposer les approches qui ont été développées, par exemple sur le risque inondation ou le risque sismique, qui sont très très bien formalisées. Par exemple, les ACB, analyse coût-bénéfice en montagne, ça reste bon, un peu voilà, très incertain. Pareil, si on veut faire FR alerte, c'est très bien, mais il y a des zones qui ne sont pas encore couvertes par les réseaux téléphoniques. Donc finalement, parfois, au niveau de l'alerte, même, on a les systèmes les plus anciens sont parfois les plus robustes, hein. De même, par exemple, pendant la tempête Alex, je crois qu'il restait la ligne de téléphone en fil de cuivre, tandis qu'il n'y avait pas du tout de réseau mobile. De même que la ligne de chemin de fer qui était un peu perchée, alors qu'il n'y avait plus du tout de route. Et donc, ces risques émergents, composés en cascade, parce qu'on a aussi une augmentation des tempêtes dans les Alpes avec une fragilisation des forêts qui peut induire une reprise d'érosion et puis de supprimer finalement la barrière naturelle que constitue la forêt. Donc, on a besoin de faire évoluer la connaissance au moins aussi vite que l'environnement. Et donc, c'est cette nécessité d'approche adaptative, intégrant toutes ces évolutions rapides à différentes échelles de temps. Voilà, donc, les spécificités de l'expertise en montagne. Merci Benjamin. Des questions? Avez-vous des questions? Oui, vas-y. Oui. Le barrage du fondement du tunnel, c'est très bien pour la population, mais il ne gère en rien. En tout, il peut tomber dans le lac et créer un tsunami, Jacques. Alors moi, j'avais entendu dire que ce risque avait été revu à la baisse par EDF, qui gère le site. Que, en fait, les modèles montraient que la vague, elle ne serait pas si grosse que ça.
Enfin, mais je n'ai pas le fin mot de l'histoire. Mais c'est vrai qu'à un moment, cette question s'est posée et justement, c'était vraiment la question de que dit le modèle hydraulique de propagation de la vague suite à... Et pareil, il y a énormément d'incertitudes, quoi. Et donc, à un moment, on était très alarmé par ça. En tout cas, même la population avait été alarmée. Et puis, pareil, on s'est retombé comme un soufflé. Donc, moi, je n'ai pas la réponse. Hein. Voilà, ouais. Oui. Sur des volumes moins importants, peut-être. Et voilà, c'est ça c'est qu'en fait, dès qu'on au-delà d'un certain volume, on ne sait plus faire. Parce qu'en effet, hein, les purges en falaise, ils font ça tout le temps. Ouais. D'autres questions? Remarques? En fait, oui, une autre question? Tu as beaucoup insisté aussi sur les liens avec les territoires. Oui. Pour éventuellement mieux formuler les questions d'expertise et puis mieux proportionner les solutions, les avis d'expertise. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose autour de ça? Parce que finalement, on sent que l'expertise est plus posée par les territoires qu'elles ne sont posées que par l'institutionnel, même si sur ton premier cas, tu nous montrais l'évolution des questions d'expertise en la matière. Ouais. Moi, l'expertise à proprement parler, pour prendre les décisions en interne aux collectivités, en fait, nous, on assiste et on accompagne une montée en compétences des collectivités au niveau intercommunal sur ces questions de risque, qui prennent des compétences, la GEMAPI, qui vont gérer des parcs d'ouvrages, qui vont aussi peut-être demain gérer les fermetures de routes, toute cette organisation de la gestion de crise. On ne sait pas ce que l'État va garder pour lui. Et donc, moi, je vois un peu la question de la capacité d'expertise à la fois en interne et l'organisation en externe, justement, avec tout ce réseau d'acteurs privés, beaucoup, hein, en effet, les bureaux d'études. Il y a aussi des questions qui se posent quand on commande une étude. Comment on interprète les résultats, ça dépend beaucoup du cadrage initial. La question s'est beaucoup posée pour les risques rocheux, alors pas au niveau des territoires, mais plus au niveau des départements, dans un projet national C d'Europe, sur Pierre, Parade, Aléa, Parade, pour avoir des cahiers des charges qui soient cadrés et homogènes, afin que les réponses soient comparables et interprétables par le commanditaire. Et cette question, elle se pose aussi pour les collectivités. Hein. Enfin, je veux dire les petits territoires, quoi. C'est sûr que c'est bien les maires qui sont responsables de la sécurité de leurs administrés. Les présidents d'interco, ils n'ont pas encore ce poids de la jurisprudence, mais bon, ils ont quand même des responsabilités de plus en plus fortes sur ces questions. Et donc, la question de l'expertise, enfin, de ce lien science, expertise, décision, elle est un peu devant eux. Et donc, il faut que toute la communauté, à mon sens, technico-scientifique, se mette en ordre d'accompagner et de transférer au mieux ce qu'on a élaboré comme charte, comme méthodo, en fait, finalement, pour essayer de faire ça au mieux et de manière transparente, justement. On voit que dès qu'il y a de l'opacité, enfin, voilà, on va peut-être pas relancer ce débat-là, mais en tout cas, pour un territoire, quand il y a tous ces enjeux de communiquer avec la population, de faire accepter les décisions, et finalement, quand c'est des boîtes noires, ça passe pas. Hein. Merci Benjamin, et encore merci.